Alors cette vidéo n'est pas la suite de ma série sur la controverse du consentement patriotique durant la Première Guerre mondiale. J'y travaille, je sais, ça fait 2 ans. Et là, on va voir un autre angle d'attaque sur l'entrée en guerre en août 1914. T'aurais pu avoir un titre moins putassier, hein. Là, ton but, c'est clairement de te moquer de l'action française et de l'extrême droite. Évidemment. Mais ce qui m'intéresse surtout, c'est de voir le rapport de l'action française à la violence et son rapport plutôt trouble à la vérité. Et on va pouvoir généraliser ça à l'ensemble de la famille politique d'extrême droite. Parler des bouillons cubes, ça me permet de le faire avec un sujet qui, de prime abord, est plus léger que l'essentiel des sujets dans lesquels l'extrême droite est impliquée, qui sont des agressions, des massacres, des génocides. Mes sources sont dans le script annoté que vous pouvez trouver dans la description de la vidéo. Allez les voir si vous voulez plus d'informations. Mais si déjà là, vous voulez mettre un commentaire d'insulte, vous prouvez juste que la discussion sur des faits, c'est pas votre fort. Et moi, je vais juste passer tous les commentaires en vérification préalable. En revanche, si vous voulez discuter dans les commentaires, faites-le de manière polie. Le 20 juin 1914, l'archiduc François Ferdinand, héritier au trône d'Autriche-Hongrie, est assassiné par un nationaliste serbe dans la ville de Sarajevo. À cause d'alliances opposées, en un mois environ, presque tous les pays d'Europe sont entrés en guerre. L'opinion publique française accepte à ce moment-là l'idée d'une guerre qui suit les règles de l'enrôlement et qui est pensée comme courte et victorieuse. Je ferai ma deuxième vidéo sur la controverse du consentement patriotique sur la mobilisation générale de 1914, donc j'en dis pas plus maintenant, et cette vidéo sortira un jour. Dans cette atmosphère de réponse à l'appel sous les drapeaux, on a recensé beaucoup d'agressions xénophobes, notamment anti-allemandes. Par exemple, à Paris, les brasseries viennoises et Müller se font saccager. Et parmi ces actes de vandalisme, il y a le saccage des laiteries Maggi et des panneaux publicitaires Bouillon Cube. On va voir pourquoi, mais aussi pourquoi c'est complètement con. Et on va se demander quelle est la responsabilité de l'Action française là-dedans. L'Action française, c'est une ligue d'extrême droite organisée autour de la pensée de Charles Maurras, qui a théorisé l'antisémitisme d'État et qui était ouvertement anti-républicain. Qu'est-ce qui pourrait mal se passer? Petite précision avant de passer aux vraies questions. Je prononce Maggi pour parler de cette très grosse bouteille d'exhausteur de goût et de sa marque. C'est la prononciation courante en Alsace et donc c'est celle qui est naturelle pour moi. Je sais que la pub prononce Magie, je l'ai vu. Je vais pas prononcer d'une manière qui n'est pas naturelle pour moi, je loupe largement à cette prise comme ça. L'entreprise Maggi a été fondée par Julius Maggi en 1885. À la veille de la Première Guerre mondiale, elle possède un réseau de laiteries dans Paris et a commencé à commercialiser ses bouillons de bœuf, les bouillons cubes. Les 2 et 3 août 1914, le laboratoire et les 850 points de vente de lait Maggi se font vandaliser. Voyons ce qu'en dit le témoignage de Gyp, qui est le pseudonyme de la comtesse de Mirabeau-Martel, dans son livre « Journal d'un cochon de pessimiste ». On entend un tapage affreux, un bruit de verre cassé, de bois qui craque. C'est une des petites boutiques bleues de la laiterie Maggi que démolit et pille, sous l'œil indulgent de la police, une bande de petits gredins immondes, dont l'aîné n'a pas 18 ans. Les meubles voltigent dans la rue, les carreaux cassés éclaboussent les passants. Le lait coule sur le trottoir et dans le ruisseau. Les femmes de la boutique pleurent à chaudes larmes en assistant, impuissantes, au chambardement de leur vie. En plus de ça, les panneaux publicitaires Bouillon Cube sont eux aussi attaqués. Ils sont accusés de transmettre des messages codés à une armée d'invasion. Des groupes de volontaires se forment et Louis Malvy, le ministre de l'Intérieur, ordonne même à ses préfets d'envoyer la police les décrocher ou les repeindre. Alors que, franchement, 2 jours après la déclaration de guerre, ils avaient peut-être autre chose à foutre. On peut se dire que ce genre de panique, ça arrive au moment du déclenchement d'une guerre, et que dans des conditions comme ça, c'est normal que le principe de précaution l'emporte. Plusieurs historiens ont analysé cette paranoïa de la chasse à l'espion allemand de l'entrée en guerre. Ils appellent ça généralement de l'espionnite aiguë. Mais pourquoi c'est Maggi qui en a fait les frais? Déjà, la graphie Cube avec un K, ça sonne très allemand. D'ailleurs, en 1912, la société Maggi a fait une demande pour écrire Bouillon Cube à la française, mais ça a été rejeté par le tribunal de commerce. En plus, la société Maggi, c'est une société internationale qui a des sites de production, des magasins et donc des intérêts dans différents pays. La coopérative des laitiers de France avait même mené une campagne publicitaire agressive contre Maggi sous le nom « Voulez-vous savoir de quel pays vient votre lait ?» même si j'ai pas retrouvé d'image de ça. Donc, Maggi est attaqué parce qu'il est accusé d'être une société allemande. Faux, elle est suisse.
Une rumeur dit que Julius Magui aurait été arrêté par la police avec 40 millions de francs sur lui, alors qu'il essayait de se rendre en Allemagne juste avant le début de la guerre. Julius Magui est mort en 1912, donc c'est assez peu crédible. Les panneaux publicitaires Bouillon Cube indiquaient des chiffres mystérieux qui, d'après les rumeurs, étaient des messages codés qui indiquaient des villes de garnison, des embranchements ferroviaires, des points de ravitaillement, voire même le panneau publicitaire lui-même était une cible pour les bombardements de l'aviation allemande. Le directeur de l'Est républicain, René Mercier, il en dit ça. En lettres énormes et rouges sur fond jaune, se détachait le mot cube. Cette publicité qui salissait presque toutes les maisons aux abords des ponts de Nancy indiquait des points de repère aux aéroplanes allemands qui auraient pu ainsi, en connaissance de cause, faire sauter les voies. Il en était ainsi dans toutes les villes de frontières et à Paris. J'ignore comment nos services de renseignement ont connu cette destination, mais il l'a connue. Et vivement, il a fait passer au goudron toutes ces dangereuses réclames. Ça, là, ces suites de chiffres, c'est très probablement le numéro d'enregistrement pour avoir le droit d'afficher. Déjà, Magui a été attaqué sur la base de rumeurs qui se sont toutes révélées fausses. Donc paye ton manque de discernement. Ensuite, si on prend un peu de recul, les informations qui étaient censées transmettre les panneaux Bouillon Cube, c'est des informations qui étaient publiques ou que le renseignement allemand, qui existait, pouvait très facilement acquérir. Des ponts, des villes de garnison, des embranchements ferroviaires. Genre, pour avoir ces informations, ce qu'il faut, c'est acheter une carte topographique ou emmerder 5 minutes avant leur hangar. Pas la peine d'avoir un espion suisse-allemand qui crée une entreprise en 1885 pour l'implanter en France en 1907 pour écrire « Cube » sur les embranchements ferroviaires pour que l'armée allemande sache où ils sont. C'est d'ailleurs ce que dit le journaliste Raphaël Dufresne dès le 5 août. L'ennemi n'a-t-il pas à sa disposition nos cartes d'état-major et n'a-t-il pas tenu, sur chaque localité française, tous les renseignements qui peuvent lui être nécessaires? Non, l'armée allemande n'avait pas besoin de Magui ou de Bouillon Cube pour avoir des renseignements sur un pays qui lui était déjà hostile. Et quand on y réfléchit 5 minutes, pour vendre des trucs, on met des affiches publicitaires là où il y a du passage. Donc en 1914, le long des voies de chemin de fer, le long des routes, à proximité des ponts. C'est d'ailleurs ce qu'on voit sur cette affiche là qui a été retirée de la vente pendant la paranoïa. L'affiche Bouillon Cube, elle est le long d'une route pour être bien vue pour pouvoir vendre des cubes. Et elle est juste au-dessus d'une autre affiche. Bref, les raisons sont toutes plus pétées les unes que les autres. Les seuls éléments concrets là-dedans, c'est que Cube, écrit avec un K, ça sonne allemand, et que Magui était bien une société qui avait des intérêts économiques en France et en Allemagne. Mais c'est qui les gens qui ont commis ces actes de vandalisme? Ce sont des actes de vandalisme xénophobe qui suivent l'entrée en guerre. Ok, mais juste avant la déclaration de guerre, entre le 27 juillet et le 1er août, il y a eu des manifestations anti-guerre dans 36 départements, qui se sont calmées d'elles-mêmes au moment où la déclaration est effective, mais qui ont fait plus de bruit que les manifestations pro-guerre. Donc, les Français ne sont pas passés en 3 jours de majoritairement pacifistes à attaquer les laiteries Magui. Mon hypothèse, c'est donc, c'est pas les mêmes! Évidemment, c'est pas les mêmes. À la veille de la Première Guerre mondiale, ni l'antimilitarisme, ni le revanchisme qui propose un nationalisme belliqueux et anti-allemand ne sont hégémoniques. Donc, c'est qui les pilleurs? Alors, on se retrouve dans ce plan de streamer de Wish pour aller sur Gallica. Gallica, c'est la bibliothèque numérique de la BNF qui a numérisé plusieurs journaux. On va aller voir ce que disent 3 d'entre eux sur les attaques des laiteries Magui des 3 et 4 août 1914. L'Humanité, Le Temps et l'Action française. Entre ces 3 journaux, le témoignage de Gyp et les rapports de police cités par Jean-Jacques Becker, donc comment les Français sont-ils entrés en guerre, on va essayer de dresser le profil du vandale type. L'Humanité, c'est bien connu, c'est un journal fondé en 1904 par Jean Jaurès pour être l'organe de presse de la SFIO, le parti socialiste de l'époque, puis du Parti communiste. Avant la Première Guerre mondiale, l'Humanité soutient l'Internationale ouvrière et le pacifisme qui a coûté sa vie à Jaurès. Le Temps, c'est un quotidien qui a duré entre 1861 et 1942. Il est républicain mais conservateur. Et aux alentours de la Première Guerre mondiale, on le considère souvent comme l'organe officieux de la diplomatie française. On pourrait le comparer au Monde d'aujourd'hui, sans doute en un peu plus à droite, mais retenez cet aspect presse de référence. L'Action française, c'est devenu un quotidien en 1908 sous l'impulsion
de Charles Maurras et de Léon Daudet, et c'est l'organe de presse de la Ligue, l'Action française. Ce journal véhicule une idéologie antisémite, royaliste, et donc largement anti-républicaine. Il a été interdit en 1944 car l'Action française a très largement collaboré avec le régime de Vichy. L'âge assez bas des casseurs est indiqué dans le témoignage de Gyp. Une bande de petits gredins immondes dont l'aîné n'a pas 18 ans. L'humanité va dans le sens de Gyp. L'article du 4 août nous dit « Une troupe de 30 à 40 individus, de 15 à 18 ans, chauffeurs d'automobile de maître en dolman, culottes et bottes et autres personnes, tapaient avec toutes sortes d'instruments sur cette cuve. » Les autres journaux ne mentionnent pas vraiment d'âge, ce qui pourrait laisser penser qu'il s'agit de clichés sur les jeunes violents. Mais on va quand même supposer qu'il s'agit de personnes assez jeunes, probablement pas encore mobilisables, qui n'iront donc pas au front et qui doivent trouver une autre manière de laisser s'exprimer leur violence et leurs sentiments anti-allemands. Et du coup, ces pillards, est-ce qu'ils sont nombreux? On l'a vu, l'humanité parle de 30 à 40 personnes, et à l'inverse, l'Action française parle de troupes, mais sans donner d'ordre de grandeur. Autant, on en dit. Un attroupement de plusieurs centaines de personnes se produisit au même carrefour. Quelques individus se lancèrent à l'assaut du rez-de-chaussée, où est installé le laboratoire, et y pénétrèrent. Le temps rajoute que les mêmes individus s'en sont pris à plusieurs autres enseignes, saccagées cette nuit-là. Les assaillants se rendirent ensuite rue Louis-le-Grand, dans l'intention de dévaliser le magasin d'un tailleur, M. Schwarz. L'humanité est même d'accord avec le temps. Nous vîmes une femme assez élégante désigner du doigt un magasin dont la devanture était d'ailleurs abaissée en disant « Ici aussi, c'est des Prussiens !» Au mieux, les pillards sont 2000. Ça, c'est ce qu'indique le commissariat de Saint-Germain-en-Laye. Mais les autres sources parlent plutôt de quelques centaines, voire de quelques dizaines, devant une foule plus ou moins passive. D'après l'Action française, le saccage du laboratoire Maggie s'est fait devant une foule qui était plutôt contente de l'événement. La population que la police empêche d'approcher a causé danger d'explosion. Quelle chimie emploie-t-on pour fabriquer ces laits et ces bouillons? Je sais pas, Charles. Une cuisinière à gaz, peut-être? Alors, attention, cette remarque, probablement dans un article écrit par Maurras lui-même, c'est pas juste une petite crotte de nez comme ça, c'est une référence implicite à une rumeur qui disait que Maggie empoisonnait son lait depuis plusieurs mois pour tuer les enfants de Français pour leur faire perdre la guerre. C'est clairement une manière de charger encore plus Maggie et de surfer sur une théorie du complot. Contemple d'un air goguenard ces ruines, d'ailleurs inopportunes. Comme on l'a vu, autant on parle aussi de foule, mais seule une petite minorité s'en prend vraiment aux boutiques, ce qui paraît aussi déductible des récits de l'humanité. Au final, il n'y a que Action française qui prête un sentiment d'approbation à la foule passive. Le témoignage de Gyp parle de foule éclaboussée par des bris de verre sans qu'on sache ce qu'ils en pensent. On va donc valider une foule passive, mais maintenant, ces actes, est-ce qu'ils ont été si nombreux que ça? Une chose est sûre, c'est que ces actes ont été plutôt rares à l'échelle de Paris, et plus rares encore dans le reste de la France. Le numéro du 3 août du Temps ne parle même pas de ces attaques. Dans ses colonnes sur la situation à Paris, on lit ça. La nouvelle de la patrie en danger, cette pathétique formule, qui pourrait donner lieu à de l'emphase ou à de l'énervement, était accueillie non seulement avec un incontestable courage, mais avec dignité. Les terrasses des cafés étaient vides, mais à l'intérieur, le public causait ou lisait les journaux du soir. À l'UMA, c'est pareil. Les attaques n'occupent qu'une partie ridiculement petite du numéro du 3 août, au profit de scènes qui mettent l'accent sur la communion des Parisiens. Et l'encart sur les attaques est appelé « scène regrettable ». Ces événements sont jugés anecdotiques le 3 août, face à quelque chose qui ressemble à de la communion nationale. Malgré l'extrême gravité des événements, la population de Paris a gardé jusqu'ici le calme le plus admirable. Elle ne se laissera pas troubler par des manifestations isolées qui ne se renouvelleront pas car elles sont contraires à l'intérêt supérieur de la patrie. Ces actes de violence, qui ont majoritairement eu lieu les 2 et 3 août, ont été jugés importants que par l'Action française, qui consacre environ une colonne dès son édition du 3 août. Le reste de la population parisienne, en revanche, prend l'entrée en guerre avec beaucoup plus de calme, comme le rappellent le temps et l'humanité. Mais qu'a fait la police? A-t-elle contenu ces actes? A-t-elle été débordée? A-t-elle laissé faire? Les journaux ont des avis différents. L'humanité trouve que la police a toléré et même quelquefois favorisé ces violences. Ce qui va dans le sens du récit de Gyp. C'est une des petites boutiques bleues de la laiterie Maggie que démolit et pille sous l'œil indulgent de la police. En revanche, le Temps indique très clairement que la police a empêché un acte de vandalisme. Puis, des manifestants se jetèrent sur la grille de fer protégeant les grandes glaces du laboratoire et tentèrent de l'arracher. L'intervention de quelques agents cyclistes
réussit à les en empêcher, même si l'article raconte l'attaque du laboratoire à peine quelques heures après. Enfin, l'Action française parle de la police pour dire qu'elle sécurise la foule autour du laboratoire en flammes, pas qu'elle essaye d'empêcher les actes de vandalisme, et tout en lâchant quelques propos tendancieux sur les entreprises Maggie. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a eu environ 500 arrestations pour ces actes de pillage, mais elles ont majoritairement eu lieu après coup et sur dénonciation. Donc ça nous conforte surtout dans l'idée que la population parisienne n'est majoritairement pas approuvé ces actes. Le préfet de police de Paris, Aignan, a fait passer dans tous les journaux un arrêté indiquant que les pilleurs allaient passer en conseil de guerre. Concernant la destruction des affiches publicitaires, le ministre de l'Intérieur avait bien envoyé une directive à ses préfets leur demandant de détruire les affiches publicitaires Bouillon Cube. Plusieurs préfets en avaient d'ailleurs déjà pris l'initiative. Donc, le premier acte de guerre de la France durant la Première Guerre mondiale, c'est d'envoyer la police détruire des affiches pour une marque d'exhausteur de goût parce qu'elle avait un nom qui sonnait trop allemand. Parce qu'on l'a vu, aucun des autres arguments tient debout. L'Action française se désolidarise de ce qu'elle qualifie elle-même d'excès. Elle décrit des éléments louches, mais en même temps, elle lâche des piques contre les entreprises Maggie pour alimenter le soupçon. On a le fameux « quelle chimie emploie-t-on pour fabriquer ces laits, ces bouillons ?» et la foule goguenarde, les deux dans le numéro du 3 août. Moi, j'entends un petit « bien fait ». Et le 4 août, en parlant des établissements attaqués qui se défendent en se décrivant comme bien français, l'Action française écrit « Il est d'ailleurs incontestable que si l'on voulait vérifier l'origine des patrons ou directeurs de certains établissements qui se proclament bien français, on trouverait que ce sont des Hébreux venus de l'autre côté de la frontière. » Donc, pour l'Action française, c'est des excès de patriotisme bien malheureux, mais c'est bien fait contre les victimes qui sont potentiellement des espions juifs allemands. Avec une désolidarisation comme ça des violences, c'est même pas étonnant que l'article de l'Action française précise que les Camélos du Roi, son groupe de tractage et d'action, n'y sont pour rien. Cette idée d'un excès de patriotisme, voire d'une juste colère, elle est présente dans des rapports de police, mais elle n'est jamais autant teintée d'antisémitisme que dans cet article de l'Action française. A l'inverse, l'Humanité et le Temps parlent plutôt d'attaques contre des enseignes présupposées allemandes, pour rappeler que beaucoup d'entre elles ne sont pas allemandes du tout. La plupart ne sont pas juives non plus d'ailleurs. Et très probablement qu'aucune d'entre elles ne s'est livrée à un acte d'espionnage. Le récit de l'Humanité du 4 août est entièrement à charge envers les pilleurs. L'article s'appelle « Assez de sauvagerie ». Les seules colères jugées légitimes sont envers les commerçants ayant fait monter les prix à cause du début de la guerre. Les pilleurs sont décrits sans ménagement comme stupides, sans même s'apercevoir de la stupidité de leur action. Stupidité qui vient qu'au moment de l'entrée en guerre, les pilleurs ont détruit des boutiques de lait dans leur propre capitale. Donc, ils ont fait risquer la famine à la population parisienne. Donc, le pilleur type est sans doute plutôt jeune, probablement même pas mobilisable. Ils ont agi en petits groupes, devant une foule passive et des forces de police plus ou moins dépassées ou approbatrices. Je laisse de côté le fait que l'Action française a dit que la foule approuvait ces actes, parce que c'est surtout eux qui approuvaient ces actes. Et je laisse aussi de côté l'Humanité qui décrit les habits des pilleurs pour dire que c'est des bourgeois. Dans les deux cas, c'est la seule occurrence, et l'idéologie du journal rend difficile d'accepter l'information sans qu'elle soit répétée. Maintenant, on va voir pourquoi est-ce que Maggie a été autant ciblée dans ses pillages, et ça, c'est complètement la faute de l'Action française. Bon, il faut qu'on parle de l'Action française. Je parle ici de la Ligue Action française, fondée en 1905 sur l'idéologie maurassienne, mais c'est toute une nébuleuse qui existe un peu plus tôt, puisqu'il y a un comité Action française qui existe depuis 1898 et plein de petites organisations qui gravitent autour de la Ligue, comme par exemple le Journal qui lui est fondé en 1908. L'Action française se repose sur l'idéologie maurassienne du nationalisme intégral. Pour Maurras, la République française est dirigée par des intérêts étrangers. Les juifs, évidemment, les métèques, donc les étrangers, les protestants et les francs-maçons. Pour Maurras, il faut revenir à une monarchie catholique qui réimposerait l'ordre. C'est ce qu'il décrit dans un article daté de 1911, sobrement intitulé « La question juive ». Il est bon que la force juive ait conduit à faire du théâtre juif un théâtre d'État. On n'en verra que mieux combien l'antisémitisme est affaire d'État. La réorganisation de l'État français peut seule régler cette haute et difficile question. Maurras met donc en avant ce qu'il appelle lui-même un antisémitisme d'État. Car, selon lui, dans la République française, les Juifs sont des microbes d'État
qu'ils contrôlent par la finance, tandis que dans les monarchies européennes, les juifs sont des microbes sociaux, peu puissants. Mais Maurras a la solution, qui est retirer la citoyenneté française aux juifs et de leur donner le statut de sujet français, comme les indigènes dans les colonies. Par exemple, les sujets musulmans en Algérie, qui n'ont pas le droit de vote et qui ont un statut juridique inférieur. On ne sait pas vraiment si son antisémitisme se serait arrêté là, parce que là, il ne dit pas des choses moins violentes que ce que les nazis disaient en 1932, mais on peut en tout cas conclure sur la sympathie du bonhomme. Avant 14, l'Action française, elle recrute en se basant principalement sur l'antidreyfusisme, donc l'opposition à la réintégration d'Alfred Dreyfus, un innocent notoire, sur l'antisémitisme et sur la dénonciation de l'Allemagne comme un ennemi à une époque où le revanchisme n'est plus si courant que ça. Son originalité, c'est d'essayer de recruter en dehors des sphères royalistes traditionnelles. Par exemple, aux alentours de 1914, l'Action française a beaucoup cherché le soutien du monde ouvrier, parce que Maurras théorise l'accès au pouvoir par un coup d'État, et il pense que ce coup de force ne sera possible et pérenne que s'il a le soutien du monde ouvrier. Sociologiquement, l'Action française est financée par l'ancienne noblesse de province. Ses cadres sont plutôt issus de la petite bourgeoisie, donc des médecins, des journalistes, ce type de profession libérale. Le ligueur de base est plutôt un employé ou un petit commerçant. On retrouve très peu d'ouvriers ou de paysans dans la Ligue d'Action française, et quand on les trouve, ils sont dans le groupe des Camélots du Roi, où on trouve aussi beaucoup d'étudiants. Les Camélots du Roi, c'est le groupe de tractage d'Action française. Ils vendent le journal à la criée, ils assurent le service d'ordre dans les manifestations, et ils peuvent aussi mener les actions violentes de la Ligue. Il y a un certain décalage entre Maurras lui-même, qui a théorisé la nécessité d'un coup de force pour prendre le pouvoir, mais qui se concentre surtout sur la diffusion de ses idées, et d'autres ligueurs qui, eux, auraient aimé passer au coup de force. D'ailleurs, plusieurs dissidences d'Action française ont pour origine ce décalage. Sur la ligne de crête entre la diffusion des idées de Maurras et la préparation du coup de force, on trouve Léon Daudet, cofondateur du journal L'Action française et auteur très prolifique. Il a écrit quasiment un éditorial par jour dans le journal L'Action française, et il est l'auteur de 128 livres. Faut dire, il se répète beaucoup et il vérifie pas ses infos. Pour lui, cette écriture polémique quotidienne, elle a pour but de mener à l'action politique, donc au coup de force. Et il le dit lui-même. Léon Daudet est obsédé par l'idée d'un complot juif. En 1913, il publie L'Avant-guerre, livre dans lequel il entend dénoncer l'espionnage juif-allemand depuis l'affaire Dreyfus, parce qu'il n'a toujours pas eu le mémo sur l'innocence de Dreyfus, ni sur la non-judéité du coupable d'ailleurs. Bref, c'est dans ce livre et dans ses éditos dans l'Action française qu'il attaque très directement l'entreprise Maggie. Entre fin 1912 et le début de la guerre, Léon Daudet a écrit plusieurs articles pour s'en prendre à l'entreprise Maggie, qui lui a même valu un procès, mais qui aurait dû être jugé en novembre 1914. Il a donc été décalé jusqu'en 1920 pour cause de guerre mondiale. Mais rendez-vous compte, rien qu'entre janvier et juillet 1914, Daudet a écrit 6 articles longs pour s'en prendre à l'entreprise Maggie. Et on reprend le journal L'Action française, parce que ça nous avait manqué, visiblement. Le numéro du 12 janvier 1913 titre « Les entreprises Maggie, de la fraude à l'espionnage ». Ouais, c'est les gros titres. Le gros highlight de l'année 1913 même. Premier article de 2 colonnes, signé par Daudet, et nommé « L'avant-guerre et la pieuvre lactée », donc méga métaphore du complot, laitier. La première partie de cet article, elle accuse sans preuve Maggie de détruire la filière laitière par ses très nombreux points de vente. Je pense qu'il y a du vrai là-dedans. Maggie, c'était un monstre industriel qui devait certainement faire de la concurrence déloyale aux petites laiteries. Mais pour Daudet, c'est vraiment qu'un marchepied pour parler d'espionnage et d'antisémitisme. C'est là, et non ailleurs, qu'est le roc de notre argumentation. Je rappelle que la souche des maisons Maggie, leur maison mère, est à l'étranger, et que ces sociétés multiformes, hydres à plusieurs têtes, reçoivent leur impulsion centrale de Berlin. En vrai, Maggie était une société suisse dont le conseil d'administration de la partie française était composé à moitié de Suisses, à moitié de Français. Et l'écrasante majorité des employés en France étaient français. Donc, même si la société était aussi présente en Allemagne, c'était pas un risque. Daudet décrit l'intérêt allemand dans l'entreprise Maggie en France. La tentation est irrésistible du côté de l'état-major allemand d'employer à ses fins une organisation nombreuse, puissante et ramifiée qui lui permet de repérer les ressources de ravitaillement et les routes et d'avoir une carte par secteur d'un produit de première nécessité, à savoir le lait. Bref,
c'est avec d'autres mots les raisons qui ont motivé les attaques contre Maggie les 2 et 3 août 1914, et qu'on a déjà vu que ces raisons n'étaient pas crédibles. Et on n'a toujours pas le début du commencement d'une preuve. Mais, comme je vous ai dit, pour Daudet, Maggie, c'est pas de l'espionnage allemand, non, non, non. C'est de l'espionnage juif allemand. Il rajoute donc de pouvoir, à un moment donné, introduire dans un personnel de dépôt, même composé de bons Français et d'honnêtes Suisses, un petit juif allemand de peu d'apparence, costumé d'un nom inoffensif et qui n'en aurait pas moins la garde et la surveillance d'un pont à faire sauter ou d'un poste de voie ferrée à saboter. Daudet est tellement antisémite que même un nom à consonance juive, c'est une menace pour lui. Et puis, comme je l'ai dit, c'est un fantasme cette histoire. C'est pas du tout stratégiquement intéressant ou réalisable pour l'Allemagne de fonctionner comme ça. Ce qui est frappant dans la rhétorique de Daudet, c'est qu'il se décharge complètement de la charge de la preuve. Il annonce qu'il a des preuves, par exemple que Maggie a des démêlés avec la justice, mais il n'en produit aucune. Il n'y a pas d'exemple de jugement, pas de date de procès, rien. En fait, pour lui, sa démonstration devrait être si éclatante de vérité, si lumineuse, que elle n'a pas besoin de se reposer sur des données vérifiables. Une autre chose qui est récurrente chez lui, c'est de considérer que les juifs sont reconnaissables physiquement et par leur comportement. Il se sert beaucoup de la psychologie des peuples, et c'est atrocement antisémite. C'est au fumoir qu'il fallait voir ces commerçants, ces boursiers de la première aristocratie du monde, crispés sur leurs cartes et leurs enjeux, ainsi que des hiboux, des têtards grognant en yiddish ou en boche s'ils perdaient. Il n'y a pas à dire, le peuple juif est puissamment original et sa persistance à conserver ses traits nationaux est quelque chose de surprenant. Donc, quand Daudet attaque Maggie en l'accusant de faire de l'espionnage juif-allemand, pour lui, il dénonce des évidences qui n'ont pas besoin d'être prouvées, juste dites et répétées. Rappelez-vous que Maurras lui-même disait des propriétaires de magasins qui ont été pillés en août 1914 qu'il s'agissait d'Hébreux de l'autre côté de la frontière. Là encore sans preuve, et encore, c'est faux. Malgré toutes ces accusations, il n'y a pas eu d'enquête policière sérieuse, ce qui montre que ces accusations d'espionnage de Maggie, c'est des conneries en fait. Par contre, en cherchant, on trouve que Léon Daudet en particulier et l'Action française en général ont été condamnés en 1920 pour diffamation contre Maggie. L'Action française a été obligée de mettre le jugement en première page de son numéro du 27 décembre 1920 et de payer des dommages et intérêts à Bouillon Cube et à Maggie. Le jugement synthétise les attaques de Daudet contre Maggie et en conclut ceci. Léon Daudet a eu le tort grave d'affirmer dans les articles incriminés l'existence de faits qu'il n'était pas à même d'établir, transformant ainsi en certitude ce qu'il ne pouvait considérer que comme de simples présomptions. Attendu qu'il ait donc commis une faute nettement caractérisée qui engage sa responsabilité et entraîne une réparation. Bref, comme l'a si bien dit Balavoine, surtout quand il ne respecte aucune déontologie. Finalement, pourquoi est-ce que les entreprises Maggie sont faites aussi sauvagement pillées ? Parce que Léon Daudet, dans le journal royaliste L'Action française, a occupé le terrain médiatique, accusant régulièrement les entreprises Maggie d'être mouillées dans un complot juif-allemand qui viserait à faire perdre rapidement la France en cas de guerre, le tout sans preuve. Le jugement de 1920 fait le lien entre les articles publiés dans l'Action française et les pillages des 2 et 3 août 1914, mais il disculpe Action française d'avoir donné des ordres directs pour ces pillages. De toute façon, les 2 et 3 août 1914, Léon Daudet il se remet d'un accident de voiture qui a été provoqué parce que ce courageux va-t-en-guerre, il a décidé de fuir Paris au moment de l'annonce de la mobilisation. Malgré tout, je pense avoir montré que le pilleur standard est très probablement un lecteur du journal L'Action française, qui a été habitué à lire des articles sur l'espionnage de Maggie. Chauffé à blanc par l'entrée en guerre, il s'est lancé dans ses actes de violence et la paranoïa s'est propagée jusqu'au démontage en règle des affiches publicitaires par la police. Tout ça sur le seul fait concret que Cube, avec un K, ça sonne allemand, et qu'il y avait des boutiques et des usines Maggie en France et en Allemagne. En parallèle de ce débordement de violence, l'Action française est rentrée dans l'arrêt des combats politiques intérieurs qu'on a appelé l'Union sacrée. Dans le numéro du 3 août de l'Action française, Maurras annonce qu'il arrête sa chronique Calendrier de l'affaire Dreyfus, dans lequel il combinait anti-germanisme, anti-républicanisme et antisémitisme. Vraiment un bon gars, hein. Et le lendemain, il écrivait que les établissements pillés appartenaient à des Hébreux de l'autre côté de la frontière.
Aucun honneur, aucune dignité, rien. À ce propos, l'Humanité rappelle dès le 9 août 1914 que l'Action française est responsable au minimum d'avoir désigné Magui comme une cible, et ce sans pouvoir l'étayer. Si le gouvernement a contre la maison Magui des soupçons, des doutes, des indications, qu'il les fasse connaître. Qu'au besoin, il réquisitionne les dépôts et le matériel des Magui. Mais il ne suffit peut-être pas que l'Action française parle pour qu'elle soit obéie par d'autres que les déshonorants pillards qu'elle désavoue. L'un des objectifs de l'Humanité est de justifier l'entrée des socialistes dans l'Union sacrée, qui devront donc siéger aux côtés de royalistes dans certains comités. Ils demandent donc un profil bas sur l'antirépublicanisme. Mais ce qui est intéressant dans cet article, c'est qu'il fait aussi le lien avec une autre affaire de l'entrée en guerre, bien plus connue cette fois, l'assassinat de Jean Jaurès. C'est avec cela déjà qu'on a préparé l'esprit du fou qui assassina celui que l'Action française appelait encore récemment Herr Jaurès. Jean Jaurès a été assassiné le 31 août 1914 par Raoul Villain, qui est membre du groupe royaliste, la Ligue des jeunes amis de l'Alsace-Lorraine. Son but était d'empêcher l'action pacifiste de Jaurès, qui était non seulement l'une des têtes du mouvement socialiste français, mais aussi particulièrement attaché à la préservation de la paix. Lors de son interrogatoire, Villain a déclaré « Si j'ai commis cet acte, c'est parce que M. Jaurès a trahi son pays. J'estime qu'on doit punir les traîtres. » Et lors de son procès, beaucoup de témoins ont indiqué que Villain était un lecteur assidu de l'Action française. Dans le numéro du 23 juillet 1914, Raoul Villain, il a pu lire « Nous ne voudrions déterminer personne à l'assassinat politique, mais que M. Jaurès soit pris de tremblement. » Son article est capable de suggérer à quelques énergumènes le désir de résoudre par la méthode expérimentale la question de savoir si rien ne serait changé à l'ordre invincible dans le cas où le sort de Gaston Calmette serait subi par Jean Jaurès. Alors, Gaston Calmette, c'était le directeur du Figaro. Il a été assassiné par Henriette Caillot, la femme de Joseph Caillot, qui a été ministre et même président du Conseil et qui était membre du Parti radical, parti de gauche. Le procès de Madame Caillot, il est ultra médiatisé. Il s'est tenu en juillet 1914, donc on en sort à peine. Donc, n'importe quel lecteur, quand il lit ça, il sait que Gaston Calmette s'est fait assassiner, et il peut se dire « Ah bah, c'est moi l'énergumène, c'est moi qui va tuer Jaurès. » Et bah, ce gars-là, c'était Raoul Villain. Je vais pas faire de blague sur son nom. Là encore, le rôle de l'extrême droite royaliste est clairement acté. Jean Jaurès était régulièrement diffamé dans les colonnes de l'Action française, si bien que ça a pu mener au passage à l'acte de Raoul Villain. Mais ces attaques, elles étaient beaucoup plus diffuses. En fait, on trouve des diffamations contre Jean Jaurès dans toute la presse de droite et d'extrême droite, si bien qu'il se savait menacer Jean Jaurès. L'Action française, elle a une place à part là-dedans, déjà parce que c'est le journal royaliste le plus lu en 1914, mais surtout parce que c'est le journal qui était lu par l'assassin. L'un des points sur lesquels je vais attirer l'attention, c'est que ces deux événements-là, les pillages des magasins dénoncés comme allemands et l'assassinat de Jean Jaurès, s'en sert régulièrement comme exemple pour dire que les Français sont joyeusement rentrés en guerre. Ce qui est faux. On entend ça régulièrement, mais on sait depuis la thèse de Jean-Jacques Becker, publiée en 1977, que c'est faux. Ce que Jean-Jacques Becker a montré et qu'on a vu là, c'est que ces actes, ils viennent de groupes beaucoup plus minoritaires que la nation française. Ils viennent de l'extrême droite anti-républicaine et antisémite, qui a fait tache d'huile. La droite républicaine étant, en 1914, largement influencée par l'Action française. Et la paranoïa de l'entrée en guerre aidant, d'autres personnes ont suivi. On va maintenant généraliser un peu sur l'idéologie de ces génies qui ont poussé à ce que des gens attaquent des laiteries et des stocks de lait dans la capitale d'un pays qui entrait en guerre, tout en se décrivant eux-mêmes comme des grands patriotes. Bon, déjà, faut définir ce qu'est l'extrême droite, et si l'on croit Pascal Praud, c'est difficile à définir, voire ça n'existe pas. Mais il n'y a pas de journaliste d'extrême droite, pardonne-moi, c'est un concept qui est dans votre tête. Ça existe l'extrême droite, comme ça existe l'extrême gauche. Oui, mais c'est très bizarre, on ne parle pas... L'extrême gauche existe, mais je pense que l'extrême droite, je suis pas sûr que ça existe. Mais Pascal Praud, il sait ce qu'il fait quand il dit ça. Il s'est assuré qu'il n'y a personne sur son plateau pour lui répondre. Mais par contre, je vous déconseille de tenter le coup si vous débattez avec Mathieu Burgalassi, anthropologue qui effectue un travail de journaliste spécialisé sur ces questions. Déjà, définir l'extrême droite, en soi, c'est pas si compliqué. Ce qui va en fait définir l'extrême droite et qui va faire la particularité de l'extrême droite dans l'espace politique, et ce qui fait qu'on dit que normalement l'extrême droite sort du politique à la différence de l'extrême gauche ou d'autres groupes qu'on met dans les extrêmes. C'est en fait la déshumanisation d'un groupe au principe de la sécurisation d'un ensemble.
Ça, c'est comme ça qu'on définit l'extrême droite. C'est pas, ça a l'air compliqué, mais ça l'est pas. C'est le principe politique de l'extrême droite, c'est de dire à la population, à un groupe de la population, que ils représentent le corps national et que ce corps national est menacé par d'autres groupes qui sont à l'intérieur de la population, qui eux sont des groupes à risque et qu'il faut protéger la population des groupes à risque qui seraient dangereux et qui mettraient en danger la vie de l'ensemble. Donc en fait, c'est une politique qui pense la nation comme un corps, vraiment comme un corps humain. Et ce corps humain, il serait en train d'être attaqué par des espèces de microbes, et ces microbes, il faudrait les éliminer. C'est une pensée qui est fondamentalement déshumanisante, parce que les groupes qu'on désigne comme des microbes, en réalité, ce sont des êtres vivants, ce sont des humains, dont on dit « Ah mais eux, attention, ils n'ont pas leur place dans l'ensemble ». Ouais, la recherche, elle n'a pas du tout du mal à définir l'extrême droite en fait. Les définitions varient un peu, mais elles décrivent les mêmes réalités. Les idéologies d'extrême droite développent un nationalisme radical pour préserver un ordre et une communauté imaginaire perçue comme menacée. Donc la race, la nation, des choses comme ça. Pour atteindre ce but, ces idéologies mettent en place des mouvements de masse pour conquérir le pouvoir et imposer une répression systématique de tous les contre-pouvoirs. Donc les autres partis politiques, les syndicats, ce genre de choses. Alors là, j'ai utilisé la définition d'Hugo Paletta, qui ne définit pas le terme extrême droite, mais un terme un peu plus précis, le fascisme. Ce mot-là, ça ne veut pas dire qu'on fait un bête retour dans les années 30, car cette définition, elle veut analyser les fascismes dans leur pratique politique, pas dans une idéologie figée. Donc, d'après cette définition, le fascisme existait avant Mussolini et n'est clairement pas mort avec Hitler. Je ne vais pas particulièrement développer sur le fait que le mot racisme rentre dans cette définition, mais on peut voir rapidement qu'il y a clairement la dénonciation d'ennemis intérieurs, les juifs, les métèques, les francs-maçons, les protestants, ennemis intérieurs qui doivent être mis au pas pour retourner dans un passé fantasmé où la raison d'État et la monarchie héréditaire sont la même chose, ce qui n'a jamais été vrai. Pour exister, le journal L'Action française devait surfer sur des scandales, voire les créer lui-même. Et c'est là qu'on comprend la stratégie de Léon Daudet. Il balançait plusieurs accusations éclatées et il continuait avec celles qui prenaient dans l'espace public. Pas celles qui s'avéraient fondées, celles qui prenaient dans l'espace public. Il y avait un intérêt économique et un intérêt idéologique à faire ça. Le journal se vendait et l'idéologie royaliste se diffusait. Et ça a marché. Parce que en 1914, L'Action française est le journal royaliste le plus vendu et de loin. Mais factuellement, ce que fait Léon Daudet, c'est un mélange de diffamation et de complotisme. Il base toute sa vision du monde sur l'existence d'un complot juif, qu'il ne prouve jamais, qu'il décrit comme une évidence. Il a écrit « Il y a une question juive », il serait puéril de dire le contraire. Il n'apporte aucune preuve pour étayer ses arguments, et il ignore sciemment tout ce qui ne va pas dans son sens. Dreyfus est visiblement innocent. Pas grave, pour lui défendre Dreyfus, ça reste la cristallisation de l'antipatriotisme et du complot juif. Maggie est une entreprise suisse qui a des intérêts en France et en Allemagne. Pas grave, il a redirigé la colère des petits laitiers envers une grosse entreprise, vers l'antisémitisme et vers l'antigermanisme, en racontant cette histoire de complot juif qui a pour but de faire gagner à l'Allemagne la guerre, avec des affiches bouillon cube et des employés de laiterie Maggie. C'est criant que Léon Daudet n'applique aucune méthode de recherche, mais plaque à l'emporte-pièce l'idéologie maurassienne et le complotisme sur tout ce qui peut faire parler de lui. Et vous savez quoi? Ça a marché. L'avant-guerre de Daudet, qui est un condensé d'antisémitisme et de complotisme, c'est un succès de librairie, surtout dans l'armée de métier. Mais la guerre qui commence en août 1914, elle démarre pas du tout pour les raisons invoquées par l'Action française. Et aucun espion n'a été appréhendé suite aux dénonciations de Léon Daudet. Donc, le succès de l'Action française, c'est pas d'avoir bien anticipé la guerre à venir, mais d'avoir imposé un récit la mettant en scène comme ayant eu raison parce qu'une guerre a démarré. L'extrême droite, que ce soit l'Action française de 1914, les nazis ou le Rassemblement national d'aujourd'hui, dénonce un ennemi intérieur qui serait la source de tous les problèmes de la société. Les juifs pour l'Action française et les nazis, les musulmans pour le Rassemblement national. C'est un imaginaire très pauvre, et finalement, le faire correspondre à la réalité des faits, qui est souvent multifactorielle et complexe, ça fait que ce camp qui prétend le plus parler du réel est systématiquement contredit par les faits, les données observables, les statistiques, la méthode scientifique en fait. Pour la partie suivante, j'ai de nouveau regardé la vidéo de Marouchka de Qu'est-ce qu'on lit sur le livre de Bardella. J'ai récupéré sa source qui parlait de la Good Connection, qui m'intéressait pour ce qui va arriver juste là. Mais je suis aussi tombé sur ce passage sur l'argumentation de Bardella. Il est un patriote, un homme doué de raison, de bon sens. Ce sont les nouveaux concepts, les mots utilisés préférés des gens de droite pour ne pas avoir à argumenter. Because I have common sense,
okay? And unfortunately, a lot of people don't. Bah oui, si vous êtes de bon sens. Ce qui m'a frappé, c'est que j'avais vraiment l'impression de lire l'article de Philippe Secondy sur Léon Daudet. Il a pour objectif de secouer le système établi, de faire éclater la vérité. Le seul éclat de celle-ci devrait permettre de se passer de l'établissement de la preuve. Après, à ce niveau-là, personne n'est moins subtil que Darmanin pour être aussi bêtement anti-intellectualiste. Il avait annoncé se baser plus sur le bon sens du boucher charcutier de Tourcoing que sur des études statistiques menées par exemple par l'INSEE, voire même par son propre ministère. Donc là, on a un gars, il a été ministre des Comptes, il a été ministre de l'Intérieur, il a été ministre de la Justice. Et il prétend baser son action politique sans tenir compte de la meilleure approximation du réel dont il dispose pour pouvoir flatter dans le sens du poil ce qu'il perçoit comme son électorat conservateur ou réactionnaire. D'ailleurs, on entend souvent que Darmanin aurait milité à l'Action française. Il a en fait plus précisément des liens avec Restauration nationale, une des reformations d'Action française, après son interdiction pour cause de collaboration. Ce qui est sûr dans ce bousin, c'est que Darmanin a écrit dans leur journal Politique Magazine et que Action française a dit publiquement que Darmanin aurait adhéré à Restauration nationale et même participé à leur camp d'été, le camp Maxime Réal del Sarté, chef des Camélos du Roi, époque Bouillon Cube. Et l'Action française a un peu rétropédalé là-dessus, mais ce qu'on voit, d'après moi, c'est quand même un alignement crado entre l'idéologie de Darmanin, un indéboulonnable des gouvernements d'Emmanuel Macron, et celle d'Action française, qui a forgé le concept d'antisémitisme d'État. Bien sûr que le boucher charcutier de Tourcoing, dans une démocratie, il doit pouvoir s'exprimer. Mais pour établir un diagnostic sur ce qui se passe, il vaut mieux demander à des gens dont c'est le métier, donc suivant la question, des sociologues, des économistes, des statisticiens, peu importe. Et dans un deuxième temps, quand on sait ce qui se passe, on peut faire parler la démocratie populaire pour savoir quelle solution apporter. Et dans ce cas-là, ma voix, celle du boucher charcutier de Tourcoing, la vôtre, celle de l'économiste qui a mené l'étude, tout ça, ça vaut la même chose. Mais c'est pas ça que fait Darmanin. Darmanin, il prétend s'appuyer sur le diagnostic de quelqu'un venu du peuple pour pouvoir mener la politique qu'il veut sans tenir compte des études statistiques sur le sujet. Et donc, cette politique, elle ne va pas marcher. Cette idée que les manières de voir le monde des fascismes et des extrêmes droites ne se basent pas sur une analyse rigoureuse de la société, on la retrouve dans les 14 points d'Umberto Eco pour reconnaître le fascisme. Point numéro 4. Le fascisme éternel ne peut supporter une critique analytique. Alors, j'en ai pas parlé avant, parce que le travail d'Umberto Eco, en fait, il n'est pas beaucoup utilisé en histoire et en sociologie sur l'étude du fascisme. Son côté un peu checklist, il pose problème vis-à-vis des métamorphoses très rapides que prennent les mouvements fascistes. Et il peut même être utilisé comme un contre-argument un peu bêta, genre « on n'a pas le point là, on n'a que 13 sur 14 au test, donc on n'est pas des fascistes ». C'est un contresens par rapport à ce que défend Eco, mais c'est un argument qu'on entend. Les 14 points d'Umberto Eco, ils sont très connus, mais si vous voulez vous renseigner sur les fascismes contemporains, je vous conseille plutôt de lire l'un des livres d'Hugo Paletta, La possibilité du fascisme que j'ai utilisé pour cette vidéo, ou un autre plus récent, je pense qu'ils sont tous très bien. On va maintenant s'intéresser aux partis d'extrême droite qui est le plus à même de prendre le pouvoir en France aujourd'hui. À partir de maintenant, je vais surtout parler d'actualité. Enfin, d'actualité. J'ai finalisé le script de cette vidéo à l'automne 2025, j'ai tourné en hiver, et la vidéo sort probablement au milieu de l'été 2026. J'ai décidé de ne pas rajouter tout ce qui s'est passé cette année, surtout pour que la vidéo sorte un jour en fait. Mais donc pour vous tenir à jour, je vous conseille surtout de suivre la presse indépendante comme Street Press et Mediapart, que j'ai d'ailleurs énormément utilisé pour cette partie-là. Tu casses les rênes à l'extrême droite, cela prouve que t'as rien compris, ils sont dédiabolisés aujourd'hui, c'est un parti de droite. Déjà, il n'y a pas que moi qui dis ça. Pour cette partie, je vais beaucoup me baser sur le travail de Hugo Paletta dans La possibilité du fascisme, que j'ai pas pu poser là, parce que j'ai dû le rendre à la bibliothèque. D'après Paletta, le fascisme, c'est une pratique politique et pas une idéologie figée. Ce que ça veut dire, c'est que ça suffit pas de juste pointer un héritage des fascismes historiques que sont l'Allemagne nazie ou l'Italie fasciste pour dire que un parti actuel ou un régime politique est fasciste ou proto-fasciste. Pour dire que le Rassemblement national d'aujourd'hui est fasciste ou proto-fasciste, ça suffit pas de juste rappeler que les membres fondateurs du Front National et plusieurs membres actuels du Rassemblement national se réclament de l'héritage fasciste. Ça, on va quand même le faire, parce que ça fait toujours du bien de le rappeler. Le Front National est né d'une fusion des extrêmes droites dans le but de sortir de la marginalité où ils étaient depuis 1945. Le but est d'avoir une figure montrable pour pouvoir jouer le jeu des élections, attirer des militants qui pourront être convertis plus tard à des idéologies néofascistes beaucoup plus assumées.
Le groupe fort de cette alliance, à l'origine, c'est Ordre Nouveau, dont rien que le nom est une référence à la propagande nazie et pétainiste. Et la figure montrable, c'est un ancien tortionnaire de la guerre d'Algérie qui abordait fièrement un couteau des jeunesses hitlériennes et qui était connu pour son affiliation au poujadisme, une idéologie économique basée sur le corporatisme et fortement anti-intellectualiste. Bref, Jean-Marie Le Pen, la figure montrable de cette alliance. C'est vous dire ce qui n'est pas montrable. Mais, vous pourriez me dire, Jean-Marie Le Pen, il a assez rapidement évincé Ordre Nouveau de la direction du Front National et s'est lui-même fait évincer de ce parti lorsque Marine Le Pen en a pris le contrôle en 2011. Donc, la mutation du Rassemblement National en un parti de droite gouvernementale traditionnelle, elle est actée? Non. Le RN d'aujourd'hui, c'est toujours une vitrine pour des groupuscules beaucoup plus ouvertement fascistes. Et ça se voit quand on regarde les proximités entre le clan Le Pen et des membres de ces groupuscules, voire leurs dirigeants. On va commencer par parler d'attaques violentes commises par des gens qui ont été candidats ou sont proches de la direction du parti. En 2021, Sébastien Dudognon et Denis Lang sont arrêtés pour avoir préparé un attentat contre une loge maçonnique. Le premier a été responsable du Front National de la Jeunesse, le second a été candidat FN pour des élections municipales. Le procès verbal est retranscrit par Mediapart qui nous dit « Sébastien Dudognon qui parle de Denis Lang, il est nationaliste, comme moi, un peu néo-nazi aussi. Après, lui, c'était peut-être un peu plus dur. C'est-à-dire, il aurait pu refaire 1939-1945 avec les Juifs, ça l'aurait pas dérangé. » Sur des liens avec des groupuscules plus identifiés, on peut parler de Thierry Légier, qui est le garde du corps des dirigeants du FN puis du RN depuis 1992, qui est aussi un assistant parlementaire fictif condamné pour recel de détournement de fonds publics, et qui est surtout un ancien d'Action française. J'ai des bouillons cubes, et j'hésiterai pas à m'en servir. Je vais rapidement mettre l'accent sur ce qu'on appelle la GUD Connection, qui est un genre de réseau d'anciens cadres du GUD, un groupuscule violent dissous en 2024. Plusieurs de ces anciens cadres, comme Axel Lousteau ou Frédéric Chatillon, gravitaient encore jusque très récemment dans les sphères dirigeantes du Rassemblement national. L'entreprise e-politique dirigée par Lousteau et Chatillon a même sous-traité la gestion des réseaux sociaux du RN. La prise de distance, elle s'est faite quand Chatillon il a annoncé son soutien aux manifestations néo-nazies du collectif du 9 mai. Vous savez, celle où à l'édition 2025 il y avait les tambours de la jeunesse hitlérienne et où Lousteau a été vu plusieurs fois. Donc soit Bardella et Le Pen, ils ont confié leurs réseaux sociaux à quelqu'un sans en vérifier le background néo-nazi, ce qui serait une sacrée preuve d'incompétence. Soit, ce qui les dérange, c'est pas d'avoir des néo-nazis dans leur entourage, c'est que ce soit publiquement su. Et si on prend en compte que Frédéric Chatillon, il organise des fêtes pour l'anniversaire d'Adolf Hitler, que Jordan Bardella, il a été en couple avec sa fille, Kéridouane Chatillon, mannequin pour des marques d'extrême droite. Je crois que les dirigeants du RN, ils se foutent un peu de notre gueule quand ils disent qu'ils veulent pas de nazis proches de leur mouvement. Ce qu'on voit, c'est que les fascismes historiques fascinent plusieurs proches des sphères dirigeantes du RN. Et que ce qui pose problème, c'est pas qu'ils aient ces opinions, c'est que ce soit publiquement su. Dans La possibilité du fascisme, Hugo Paletta utilise la métaphore d'une flotte militaire. Le vaisseau amiral, le RN, dirige la bataille électorale et est de loin le plus visible. Mais il délègue la violence directe à une constitution de petites embarcations avec lesquelles il peut se désolidariser pour redorer son image en cas de besoin. On peut y voir une actualisation du double appareil parti électoraliste, milice violence qu'on retrouvait dans les fascismes historiques. Par exemple, les SA ont appuyé le parti nazi et ont mené les actions violentes qui lui étaient liées. Sauf que dans nos sociétés actuelles, la violence directe est beaucoup plus dévalorisée. Donc le lien entre le parti électoraliste et les milices violentes est beaucoup plus souple, voire caché. Et si vous trouvez que j'abuse, c'est pas mon idée ça. Celle de François Duprat, qui dans les années 1970 dirigeait la stratégie politique du Front National. Nous devons savoir faire cohabiter une organisation de combat et une organisation de formation et d'encadrement. Sans les SA, jamais le NSDAP n'aurait pu prendre le pouvoir. Mais sans le NSDAP, les SA n'auraient pas mieux réussi que les corps francs. Mais comme j'ai dit tout à l'heure, c'est avant tout la stratégie politique du RN qu'il faut analyser pour le catégoriser comme un parti d'extrême droite ou comme un parti néofasciste. Le RN utilise la notion de peuple comme un référent flou, mais qui en fait désigne la nation expurgée de ses ennemis intérieurs, qui sont pour le RN les étrangers, principalement de confession musulmane, les élites mondialisées, mais qui ne vont pas décrire trop précisément parce que ce serait dommage d'y inclure les milliardaires qui les financent, et ce qu'ils appellent la gauche mondialiste. En cela, il se rapproche énormément de la manière dont Maurras utilise le terme pays réel, qui pour lui désigne la nation expurgée de ses ennemis intérieurs, qui sont les juifs, les républicains,
les protestants, les francs-maçons, les métèques. Parce que oui, ils ont beau dire le contraire, le RN est un parti xénophobe et raciste. La base de leur projet politique, c'est de remporter la présidence pour pouvoir proposer un référendum sur l'immigration qui modifierait près d'un tiers de la Constitution. Le but de ce référendum est d'inscrire la priorité nationale dans la Constitution, ce qui se traduit, d'après cet article de France Inter, par supprimer le droit du sol, restreindre le droit d'asile, interdire toute régulation, empêcher l'accès des étrangers à certains métiers, ériger l'identité de la France, qui n'est pas définie, en valeur constitutionnelle à protéger. Et aussi, car le projet dépasse le cas de l'immigration, inverser la hiérarchie des normes, en affirmant la supériorité absolue de la Constitution sur toute règle européenne. Bref, la France sortirait de l'ordre international. En bref, le volet légal de l'arrivée du RN au pouvoir, ce serait la suppression de ce qu'il reste de l'égalité républicaine au profit d'une discrimination systématique qui toucherait l'accès à l'emploi, l'accès à l'éducation, l'accès à la citoyenneté et plus généralement le droit de vivre sa vie comme on l'entend. Le tout avec un non-respect de plusieurs traités internationaux. On peut aussi supposer un volet extralégal qui, lui, serait de laisser les coudées franches à une répression ultra-violente qui pourrait aller jusqu'au meurtre. En tout cas, c'est comme ça que l'ont compris de nombreux militants du Rassemblement national qui, pendant les législatives de 2024, étaient persuadés de l'emporter et donc ont envoyé de nombreuses menaces de mort à des personnalités publiques racisées. Et si on compte sur le fait que dans les forces de police qui exercent le plus la violence légale, on compte énormément de sympathisants RN, ben ça fait froid dans le dos. En 2018, Hugo Paletta considérait que le Rassemblement national était un parti politique néofasciste en gestation, qui se caractérisait par son projet politique, la renaissance d'une nation mythifiée, par la promotion de politiques racistes ultra-violentes, le tout soutenu par une rhétorique de la guerre civile, voire de la colonisation de la France, pour ne pas parler du grand remplacement. Vous vous rappelez quand c'était disqualifiant de parler du grand remplacement ? Si, d'après Paletta, le RN est encore un parti néofasciste en gestation, c'est parce que sa masse électorale qui vote pour des raisons xénophobes n'est pas encore prête au renversement de la République et de l'état de droit. Ce que ferait de fait le référendum dont j'ai parlé plus tôt. J'ai pas vérifié dans des ouvrages plus récents de Paletta, mais cette analyse me paraît encore en partie d'actualité. Bon, après tout ça, je dois quand même faire un point sur l'antisémitisme, qui aujourd'hui est très largement présent à l'extrême droite. Bah oui, évidemment, vous attendiez à quoi ? On va commencer par regarder le rapport sur la lutte contre le racisme, l'antisémitisme et la xénophobie de la Commission nationale consultative sur les droits de l'homme. Pour commencer, il faut dire que les clichés antisémites sont encore tenaces. 36% des sondés considèrent que les juifs ont un rapport particulier à l'argent et 23% considèrent que les personnes de confession juive forment un groupe à part. Ce qui montre que l'antisémitisme n'est pas du tout résiduel, contrairement à ce que disait Jean-Luc Mélenchon. C'est vraiment un problème qu'il faut traiter. Ce rapport, il montre surtout la corrélation entre les différentes intolérances mesurées. Le sentiment anti-immigré est le plus corrélé aux autres formes de haine. Plus on rejette les immigrés, plus on rejette les personnes perçues comme juives, musulmanes, asiatiques, roms, noires. Et plus on s'oppose à l'égalité entre les femmes et les hommes et aux droits des personnes LGBTI. Donc, plus on est anti-immigré, plus on a de chances d'être antisémite. Et c'est qui le premier parti anti-immigré de France ? Ben oui, c'est qui ? C'est un parti fondé par des antisémites, non ? Ben oui, c'est un parti fondé par des antisémites, le premier parti anti-immigré de France. C'est un bon RN, toujours antisémite, toujours raciste, toujours anti-immigré. Ils nous déçoivent jamais. Alors pourquoi on accuse la France insoumise d'être le principal vecteur de l'antisémitisme en France aujourd'hui et on en dédouane le Rassemblement national malgré toutes ses proximités néo-nazis ? Parce que moi, naïvement, pour savoir quel parti est antisémite, je me demande dans lequel on peut trouver quelqu'un qui a chanté une chanson hommage aux Ziklombés. Et la réponse c'est que Philippe Vardon, il était au RN, puis il est chez Zemmour et maintenant il est de nouveau au RN, mais plutôt dans les cercles de Marion Maréchal. La première chose que l'on peut pointer, c'est la confusion ou la zone de flou entre d'un côté l'antisémitisme, de l'autre l'opposition à la politique de l'État d'Israël. Clairement, c'est deux positions distinctes, mais qui peuvent se rencontrer, et la distinction n'est pas toujours évidente, surtout en ce moment. Mais faut quand même être sacrément obtus pour voir dans toutes les critiques du gouvernement de Netanyahou des déclarations antisémites. Cette banalisation de l'accusation d'antisémitisme, elle sert surtout à disqualifier la gauche sans donner d'arguments valides. Bref, c'est pas être antisémite que de critiquer un État qui occupe militairement ce qui devrait être, d'après les traités internationaux, un autre État, en affame la population pour pouvoir coloniser ses territoires. Ça s'appelle s'opposer à un génocide. Et cette analyse, elle a été validée par l'ONU. Le deuxième point que je vais soulever, c'est qu'il y a sans doute un manque de formation en LFI sur ce sujet, qui vient probablement de l'aspect gazeux du mouvement.
Je sais pas, j'en fais pas partie. Mais ça m'énerve. Ils sont constamment cherchés sur ce sujet, le plus souvent à tort. Mais ils devraient être irréprochables. Aucune tournure de phrase ne reçoit le bénéfice du doute quand il s'agit d'un élu LFI. C'est pour ça que d'après moi, ils doivent être particulièrement irréprochables. La plupart de ces accusations, elles ne sont pas crédibles. Comme par exemple détourner l'expression de la mer au Jourdain pour faire croire que Rima Hassan demande l'exécution des Israéliens. Il suffit de l'écouter 2 minutes pour savoir que son idéal, c'est un État unique multiconfessionnel. Mais ces accusations, s'ils bossaient suffisamment, elles seraient jamais crédibles. Alors pourquoi ce truc? La pire idée d'affiche au monde. L'IA Grok, celle de X, elle a renforcé les traits d'Hanouna à la base pour le rendre plus colérique. Mais ça le fait ressembler aux pires caricatures antisémites possibles. Et il n'y a personne qui a arrêté ce truc à aucune étape. Cette affiche, elle est vraiment antisémite. Il n'y a pas de débat, hein. Ils ont merdé quand ils ont confié à Grok la réalisation d'une affiche. Ils ont merdé quand ils ont créé un prompt qui demandait de déformer les traits de quelqu'un notoirement de confession juive. Ils ont merdé quand cette affiche a été publiée. Et ils ont merdé sur le rétropédalage. Mais est-ce qu'il y a une personne foncièrement antisémite derrière? Pas sûr au vu de l'automatisation du truc. Si je dis que c'est un manque de formation, c'est qu'il n'y a pas de lien avec le projet politique de la France Insoumise, contrairement à celui du Rassemblement National. L'avenir en commun, le programme politique de LFI, est le programme à même de gouverner qui a le plus développé son volet antidiscrimination. L'antisémitisme qui surnage, c'est un antisémitisme présent dans toute la société française et qui ici fait écho à l'opposition au grand capital avec le cliché de la finance juive et au conflit israélo-palestinien, deux sujets qui tiennent à cœur aux élus de la France Insoumise. Mais ça reste un problème. La France Insoumise, c'est un parti qui entend former des cadres à même de gouverner le pays. Donc il devrait être capable de faire que rien ne surnage. Mais surtout, quand on compare les paroles supposées antisémites de LFI à ce que disent les autres partis, si on lève la critique du gouvernement israélien, les autres partis disent les mêmes dingueries, en pire le plus souvent. Dans une conférence devant les députés de la République En Marche, Emmanuel Macron a utilisé la différenciation pays réel, pays légal, qui vient directement des écrits de Maurras. C'est tout aussi puant d'antisémitisme que l'affiche LFI, puisque Maurras l'utilise pour dire que le pays réel, c'est la nation française privée des juifs, des métèques, des protestants et des francs-maçons, et que le pays légal, c'est ces 4 éléments étrangers qui dirigent la France et que c'est pour ça que tout va mal. Bref, Emmanuel Macron a utilisé une catégorie d'analyse antisémite et l'a assumé. Et si on va voir ce que disent les fameuses brebis galeuses de la campagne des législatives 2024 du RN, les 23 qui ont dit des trucs antisémites sur les 106 listés par Street Press et Mediapart, qu'est-ce qu'on trouve? Eh ben, je vous ai fait un petit schéma. On en a 3 qui ont fait partie de groupuscules violents et antisémites, comme Jean-Marie Mouret, qui a quitté Action Française en 2022, l'année où il était candidat RN pour la première fois. Il y en a 11 qui ont tenu des propos qui montrent une fascination envers le nazisme, comme par exemple Jérôme Carbriand, qui dans son blog a dit « Les descendants des Aryens, eux, possèdent un génie pour le courage », et où il parle de juifs nomades. Il a supprimé ces articles de blog et sa justification, c'est qu'ils étaient trop complexes pour notre monde de plus en plus caricatural. Alors, je sais pas où est la complexité, et pour moi, t'es juste un nasillon, mais c'est peut-être moi qui suis caricatural. On en a 3 qui ont tenu des propos qui renvoient plutôt au négationnisme, comme Frédéric Boccaletti, qui tenait une librairie négationniste, quand même, et 3 autres qui ont des proximités plutôt avec les pétainistes, ou qui ont rendu des hommages directs à Philippe Pétain, comme par exemple Caroline Parmentier, qui a écrit dans Présent, un journal pétainiste, des articles en hommage à Pétain, et qui a en plus été la madame dédiabolisation du RN. C'est vous dire à quel point la dédiabolisation, ça n'a jamais été une transformation idéologique pour le Rassemblement national. C'est une manière de se présenter dans les médias. Et enfin, on en a 3 qui ont partagé des propos antisémites. Par exemple, Jean-Pierre Templier qui a dit « Cette communauté nous dirige. Combien sont au gouvernement ou à la tête des entreprises du CAC 40 ?» Ah ouais, il parle des juifs quand il dit ça. Bref, si vous voulez lutter efficacement contre l'antisémitisme, le RN est probablement le pire parti politique à soutenir. Son antisémitisme vient de son ancrage historique et de sa rhétorique anti-immigrée qui produit des discriminations contre toutes les minorités. C'est donc un point central de son idéologie, contrairement à ce qu'on trouve à LFI ou dans d'autres partis, où là, on a très probablement une discrimination répandue dans la société qui est pas assez bien gérée par les partis. Mais alors pourquoi le RN se pose comme un rempart face à l'antisémitisme et même soutient l'État d'Israël? Stratégie de se laver de l'antisémitisme qui l'a rapproché trop des nazis. Louis Alliot, ancien vice-président du FN, a déclaré en 2013
que l'antisémitisme était le seul plafond de verre qui les empêchait d'exercer le pouvoir. Après, c'est vachement bien de se laver de l'antisémitisme. J'ai rien contre ça, moi. Seulement, la stratégie de diabolisation du RN, c'est de cacher les antisémites. À part le vieux Jean-Marie qui était trop visible et qui a été évincé. Il n'y a eu aucun travail sur l'idéologie globale du parti. Ça fait 15 ans que Marine Le Pen dirige le parti. Ça fait plus de 10 ans que Lou Galliot il a dit ça. Aujourd'hui, pour une grande partie des gens, le RN n'est pas un parti antisémite. Pourtant, c'est quand même vachement simple de trouver des nazillons dans ce parti, voire même qui flirtent avec la direction de ce parti. Et aux prochaines élections législatives, il y a fort à parier que ce ne sera pas l'idéologie des candidats qui aura été lavée, mais leurs réseaux sociaux. La rhétorique raciste du RN, aujourd'hui, elle est intégralement tournée vers l'islamophobie, au moins publiquement. Mais c'est toujours les mêmes arguments que la rhétorique antisémite de Maurras et de Daudet. L'islamophobie et l'antisémitisme essentialisent tous les deux une minorité décrite comme dangereuse et qui contrôle la France ou tente de la coloniser, avec comme solution proposée la renaissance de la nation, expurgée violemment de cet élément étranger et dangereux. Sur la question de l'antisémitisme, la dédiabolisation du RN n'est qu'un trompe-l'œil destiné à rassurer une partie de son électorat et à en conquérir un autre. Et même sur l'islamophobie, ils n'ont plus besoin d'en faire autant qu'avant, puisque LR, les macronistes et de nombreux médias ont très largement emboîté le pas de la rhétorique anti-islam. Ce qui arrive, c'est tout simple. Un électeur peut renseigner ce qu'il voit. C'est des lois immigration de plus en plus dures et des gouvernements en prise de position de plus en plus islamophobes depuis Jacques Chirac. Et ça marche pas. Ce qui se dit, c'est pas que ces lois ne sont pas basées sur des données statistiques ou des enquêtes de terrain faites par le ministère de l'Intérieur. Ce serait quand même cinglé qu'on ait fait autant de lois sans se baser sur une analyse du réel. Non, ce qui se dit, c'est qu'on va pas assez loin. Et qui ira assez loin? Bah, l'original, pas la copie. Ça devait être une vidéo rapide, avec des bouillons cubes, avant de parler de l'historiographie de l'entrée en guerre. Je vais quand même essayer de dire quelques mots de conclusion. Remettons un peu de chronologie dans nos bouillons cubes. En 1907, l'entreprise Maggi s'installe en France. C'est une grosse industrie agroalimentaire pour l'époque et elle produit une concurrence déloyale aux petites laiteries. Ces petites laiteries s'opposent à Maggi en faisant notamment jouer la xénophobie envers une marque étrangère. En 1913 et 1914, Léon Daudet s'empare de cette critique xénophobe de Maggi pour s'en servir comme d'un marchepied pour pousser son fantasme d'un complot juif et l'intègre dans des articles de l'Action française et dans son livre L'Avant-guerre. Son problème n'est clairement pas la concurrence déloyale, mais de pousser à l'antisémitisme maurassien. Au moment de la déclaration de guerre, des jeunes lecteurs de l'Action française, habitués à ce fantasme complotiste, attaquent les laiteries Maggi et entraînent une petite partie de la population parisienne, les préfets et même le ministre de l'Intérieur issu du parti radical, Louis Malvy, qui y voit une précaution liée à la guerre qui commence. Concernant l'entrée en guerre en août 14, les Français n'ont pas accueilli avec joie l'entrée en guerre. Les comportements varient et la variable la plus importante, c'est l'orientation politique. C'est l'extrême droite royaliste et la droite républicaine influencée par l'Action française qui ont le plus montré un enthousiasme belliqueux. Maintenant, sur la question de mon focus sur les rhétoriques d'extrême droite. Les idéologies qu'on peut placer dans ce bord politique sont les plus anti-intellectualistes et celles qui se basent le moins sur des analyses scientifiques rigoureuses pour décrire le réel. C'est quelque chose qu'il faut dire, répéter et re-répéter. Les personnes qui défendent une idéologie d'extrême droite sont souvent les plus promptes à dire d'elles-mêmes qu'elles représentent le réel. C'est faux, il n'y a pas plus déconnecté. Et cette accusation, elle est souvent jetée au visage de la gauche. Or, les idéologies marquées à gauche, elles, c'est souvent celles qui essayent d'intégrer les sciences humaines ou les recommandations du GIEC concernant l'écologie dans leur programme. Je dis pas que c'est parfait, et je dis pas qu'ils mentent jamais, loin de là. Il y a du travail, beaucoup. Ce dont je suis sûr, en revanche, c'est que le camp politique qui ne propose aucune solution crédible pour résoudre les inégalités de richesse et qui ment le plus, c'est l'extrême droite. Et l'association des deux, une rhétorique déconnectée de toute réalité et une violence envers les minorités, ça fait que des gens ont pensé très sincèrement défendre leur pays en attaquant des panneaux publicitaires bouillon cube. Et avec leur cul, qu'est-ce qu'ils ont l'air cons! Être sensible aux idéologies d'extrême droite, c'est potentiellement en arriver à des horreurs. Ça, on le sait très bien. Mais c'est aussi potentiellement en arriver à des stupidités. Je ne suis absolument personne pour vous dire comment résister à l'avancée fasciste. Mais cette mobilisation,
elle doit avoir lieu et elle doit rassembler un maximum. À leurs obsessions racistes, répondons avec de la solidarité. Parce que la réalité statistique, c'est que la tolérance augmente dans la population française. En tout cas, c'est ce que dit le rapport de la CNCDH. À leurs obsessions complotistes, répondons avec des propos sourcés et travaillés. Et à leurs obsessions violentes, montrons que c'est nous qui avons le futur désirable. Si, après avoir vu cette vidéo, vous voulez jeter du jus de bon cube sur des fascistes. Premièrement, je me désolidarise, très très fort. Deuxièmement, prenez une version végétale. Ça les énervera encore plus et ça aura un coût moins grand sur l'écologie et sur les animaux. Tout bénef. Ah, et aussi, méfiez-vous si une personne, même moi, se base sur une lecture de l'histoire pour justifier une position politique. Prenez le temps de vérifier ses sources et de mener l'enquête.